Congratulations! Oh, incroyable! Boom! Jelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi now! Rossi ready now! There is going to be a race direction. Pas de bonjour, pas de bonsoir, seulement un bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, spécial Grand Prix des Pays-Bas, parce qu'on dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Eh bien nous, on laisse à Kevin ce qui appartient à Kevin. Donc pour m'accompagner, vous les entendez peut-être déjà ricaner pour parler d'Assen ce week-end. On va pas faire que rigoler, on va quand même être un petit peu sérieux. Et vu que le patron, Kevin, n'est pas là, on a appelé son second, son bras droit, quand ça l'arrange. Maxime, qui est avec nous ce soir. Maxime, j'espère que tu vas bien et que tu es heureux d'être le bras droit du patron. Gros, merci de m'auto-proclamer bras droit du coup. C'est sympa de ta part, j'ai été intronisé ce soir. Mais ça fait hyper plaisir. On est entre nous. Bon, pas hyper plaisir parce que Kevin n'est pas là, mais c'est cool aussi d'être entre nous. Une première entre jeunes, entre stagiaires. En espérant que ça se passe bien. Et ça va bien se passer, c'est sûr. Et puis, comme tu l'as dit, on est entre stagiaires, et il fallait quand même qu'on n'oublie pas le troisième membre de l'équipage, Léo. Il est avec nous ce soir aussi. Léo, comment ça va? T'es heureux d'être stagiaire? Ça va très bien. Le nom du groupe porte bien son nom du coup. 3 stagiaires pour enregistrer. On nous a enlevé notre papa pour ce soir et ça va bien se passer. On est entre de bonnes mains avec Alexandre, un peu moins avec Maxime, mais c'est pas grave. Ouais, je prends des tirs d'entrée. Voilà, donc vous avez bien compris que le topo de l'émission, ça va être que des balles réelles, tout ça. Non, on va être un peu sérieux quand même, parce qu'on est là quand même pour parler du Grand Prix d'Assen, qui a été un Grand Prix sympathique, avec des rebondissements, avec beaucoup de choses à dire, que ce soit dans les catégories. Et avant qu'on parle du Grand Prix d'Assen, on va parler de l'actualité MotoGP. Le premier grand sujet, on n'a pas eu l'occasion d'en parler dans la boîte à clapper, c'est le line-up d'Aprilia de l'année prochaine. D'un côté, Jorge Martin, qui arrivera en provenance de Pramac. De l'autre, Marco Bezzecchi, qui lui quitte VR46 pour arriver chez Aprilia. Et d'abord, vos réactions, messieurs. Léo, qu'est-ce que te fait dire cette line-up? On sait que tu voulais Bastianini chez Aprilia. Bon, bah, ce sera un autre Italien à côté de Jorge Martin, c'est Marco Bezzecchi. Je suis un peu déçu quand même que ça soit Bezzecchi aux côtés de Martin, dans le sens où Bastianini part de son côté vers Tech 3, plus gaz l'année prochaine. Mais du coup, c'est qu'il y avait potentiellement l'opportunité d'aligner et Bastianini et Martin pour Aprilia. Alors les raisons derrière, est-ce que Aprilia avait bouclé Bezzecchi trop tôt ou Bastianini est allé trop vite chez Tech 3? Je sais pas. En revanche, ça fait une vraie tête d'affiche côté Aprilia. Martin, c'est un sacré outsider pour le titre cette année, mais je pense que l'année prochaine, il peut l'être également. Ramener beaucoup plus de victoires à Aprilia, peut-être beaucoup plus de données, et ça ferait du bien à la marque pour aller vers l'avant. Maintenant, Bezzecchi, on sait qu'il peut être rapide. Sa saison actuelle est effrayante. La comparaison avec Di Antonio même, elle fait très mal pour lui, mais on sait jamais, peut-être que ça peut aller mieux l'année prochaine. Maxime, t'es d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord avec Léo. La prise de Jorge Martin, c'est vraiment ce qu'il fallait faire sur le marché. C'était vraiment le top pilote à aller chercher s'il n'y avait pas Marc Marquez. Bezzecchi, je suis un peu moins convaincu, après avoir. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il a montré qu'il avait du mal à s'adapter sur une moto quand ça lui convenait pas. Ce qui fait un peu peur. J'espère que pour lui, l'Aprilia, ça ira. Mais ça peut très vite mal se passer. Mais c'est surtout le deuxième point sur lequel on devait attaquer, je pense, c'est les pertes pour Ducati, surtout, quoi. Parce que Bezzecchi, l'année dernière, 3ème au championnat. Martin second, qui est en tête cette année. Ils perdent aussi Bastianini, on en discutera peut-être après, mais ils ont signé Marquez, on sait tout ce que ça apporte au niveau du business et de la vue sur la marque, mais si on parle uniquement de compétition, ils ont perdu leur pilote d'avenir. Les 3 jeunes qui étaient censés représenter la marque, ou être à minima les seconds couteaux de l'équipe et à jouer le titre dans le futur avec Bagnaia. C'est à voir ce que ça donnera dans le futur, les pertes et les gains pour eux, quoi.
Mais ça allait être justement ma transition, tu l'as tout trouvé Maxime, on dirait presque que tu as l'habitude d'être là. Mais c'est justement ce pour et ce contre. D'un côté, on a, comme tu viens de le dire, Ducati qui a perdu ses trois poulains, les trois pilotes avec lesquels ils travaillent depuis des années, sur qui ils ont investi des sommes qui doivent être pas loin d'être astronomiques. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que Marc Marquez, il va peut-être rester, s'il reste 3-4 ans, on aura peut-être une nouvelle génération de talents qui va arriver sous la l'égérie sous la coupole Ducati et ça va, du coup, on aura sauté une génération, mais avec Marquez, c'est pas grave. On est tous d'accord sur le fait qu'ils prennent un risque. Mais si Marquez est compétitif encore 3-4 ans et qu'on a Aldeguer qui aura 2-3 ans en MotoGP, d'autres qui vont arriver du Moto2, du Moto3, quelque part, c'était peut-être le moment de prendre ce risque. Et quand on voit qui ils ont signé, c'est aussi une bonne chose de l'avoir pris, peut-être. Hein. Ou peut-être pas, justement, si l'année prochaine, Marc Marquez a du mal avec la Ducati ou s'arrête parce que Marc Marquez a décidé de s'arrêter, là on se dira c'était quand même une belle erreur. Léo, pour toi c'est plus du positif ou du négatif d'avoir perdu les trois pilotes? Je pense qu'il y a un peu des deux. Pour Ducati, sur le plan business économique, je pense que c'est très bon de récupérer un Marquez. J'ai pas les détails du contrat. Maintenant, Marquez, on sait, on l'avait déjà dit dans l'épisode spécial, qu'il est presque indépendant financièrement. Donc je sais pas combien Ducati va le payer. Et donc il y a potentiellement un gain à ce niveau-là. Sur le plan de business, c'est aussi incroyable hein, parce qu'ils peuvent aller toucher toutes les régions maintenant dans le monde pour vendre leurs motos, ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui. Alors j'ai pas les stats encore une fois, mais Marquez c'est mondialement connu. Ça fait vendre des motos et ça fait vendre partout. Donc c'est des nouveaux territoires potentiellement pour la marque. Maintenant sur le plan sportif, c'est peut-être un petit peu discutable, non pas parce que Marquez est mauvais, hein, très loin de là, c'est le meilleur de la grille, je dirais même. Mais est-ce que ça vaut le coup de perdre et Pramac, et Martin, et Bastianini? Ça fait un peu beaucoup. J'ai même pas évoqué Bezzecchi, mais bien sûr qui fait partie de l'équation là-dedans. J'ai envie de dire que pour avoir Marc Marquez, c'est peut-être le prix à payer, mais est-ce que sur l'avenir c'est bien pour eux? Je sais pas. On verra, c'est un risque hein. Maintenant, pour l'avenir, ils ont déjà Pecco. Je pense que c'est la tête d'affiche. Ils récupèrent Aldeguer derrière. Il y en a d'autres des pilotes qui vont monter. Je pense potentiellement à Alonso. S'ils confirment en Moto2 que Ducati pourrait se payer, ils auront l'argent pour le faire. Donc à voir dans l'avenir. Mais à l'instant T, je pense que il y a son pendant oui et son pendant non. Tu l'as dit, Ducati a perdu Pramac qui va s'engager avec Yamaha pour une durée de 7 ans, si je me trompe pas, c'est énorme. On va du coup avoir plus que moins de motos Ducati. Est-ce que vous pensez que la Coupe Ducati, qui est une appellation utilisée peut-être pour moi à tort et que j'aime pas trop, mais bon, on l'entend de plus en plus dans les discussions, est-ce qu'elle peut prendre fin avec ces deux Yamaha en plus, avec l'arrivée de pilotes de pointe, sans faire offense à Viñales ou Espargaro chez Aprilia, avec l'arrivée d'un quatuor KTM qui est juste hallucinant? Est-ce que Ducati peut peut-être pas perdre le titre, mais au moins être vraiment challengé au niveau du général dès l'an prochain, Maxime? Je pense qu'ils perdront pas le titre, parce que c'est eux les plus armés. Ils auront sûrement encore la meilleure moto, ou en tout cas, on n'en sait rien, mais ça part pour avoir la meilleure moto, le meilleur line-up, parce qu'on a quand même 8 fois champion du monde et le double champion en titre dans le line-up de l'année prochaine. Donc je me fais pas trop de soucis pour eux à ce point-là. Par contre, la domination se réduira sûrement. Ils auront et de 1 moins de moto, et de 2 moins de talent. Ça c'est indéniable. Je vois pas actuellement des gens sur le marché pouvant aller égaler le talent de Martin Bezzecchi ou même Bastianini. En sachant que derrière ils n'ont pas récupéré par exemple un Viñales, hein, ils n'avaient pas forcément d'intérêt là-dedans. Mais bon, au final, voilà, ils vont se retrouver avec 2 motos en moins, 3 gros talents en moins aussi, donc forcément les forces se répartissent un peu plus différemment. Léo, tu valides cet avis? Moi, je suis d'accord avec Maxime, surtout avec le fait que derrière, ça peut revenir très vite. On sait qu'il y a Ouais. une nouvelle réforme des concessions. À ce jour, Ducati est très limité, là où Yamaha est au plus bas de l'échelon et avec Honda. Et on a Aprilia et KTM qui sont à l'échelon 3, donc ce qui est aberrant, sachant que les motos sont pas si loin que ça des Ducati. Certes, il y a encore un gap, mais voilà. Je pense qu'encore que l'année prochaine, les Ducati seront devant.
facilement même. Mais ça va commencer à se rapprocher. On a donné des très bons pilotes aux autres marques qui auront de très belles datas à récolter. Pour les ingénieurs, ça va être du pain béni. Ça va surtout être constant, hein. Je pense à un Aprilia qui récupère un Martin. Bah, tu sais que tous les week-ends, le mec il sera rapide. Alors que là, tu as des mecs en intérimaire, même si Vignales, ça va un petit peu mieux cette saison. Chez KTM, bah, on a un line-up de rêve. Se dire que Vignales est le pire pilote sur les 4, c'est quand même très beau. Je pense que Donc c'est pas le cas non plus. voilà. Ça peut se discuter ouais, avec Binder peut-être moi. Mais C'est du fun ouais, luxe, hein. franchement, Je suis d'accord avec toi. c'est incroyable. L'année prochaine, ils auront encore ces concessions, KTM Aprilia, à voir s'ils sont à l'échelon 2 ou à l'échelon 3, mais ça restera quand même gros. Passer de 8 à 6 motos, ça veut dire moins de data, développement moins rapide. On n'est pas à l'abri qu'en 2026, le championnat soit totalement chamboulé et qu'on ait KTM et Aprilia devant Ducati. Surtout que il faut aussi penser que KTM récupère des gars qui sont passés dans des endroits de divers horizons. T'as Bastianini qui a passé 2 ans dans la factory Ducati, Vignales qui a passé 2 ans dans la factory Aprilia. Donc ça va arriver avec des références différentes sur 2 motos totalement différentes, mais qui ont chacune leurs gros avantages. Alors même si ça se verra pas dès le départ, ça va donner des pistes de travail super intéressantes, je pense, pour eux. Intéressant à suivre l'évolution de KTM l'année prochaine, je pense. Surtout avec un pilote test qui est pas si mauvais que ça. Des pilotes test. Ça peut... Ouais, c'est vrai. Avec Espargaro aussi qui est encore dans le jus, je pense, et qui peut être un très bon pilote test, c'est vrai. Ça peut faire très mal. KTM, moi je pense 2027, ils y sont pas allés pour rien. Parce que le choix Aprilia pour Martin pour moi me fait peur un peu. Parce que 2027, changement de réglementation, Aprilia, je sais pas s'ils auront les moyens d'être très forts de suite. Ils peuvent très bien repartir en bas de l'échelle. Mais là où KTM a des énormes moyens et arrive avec un big line-up, donc je pense que Bastianini et Vignales, ils sont pas allés forcément que pour l'argent, mais il y a un projet derrière qui est très intéressant. Et un projet qui est intéressant, ça c'est sûr, qui, comme tu dis, va peut-être mettre du temps à se mettre en place parce que s'adapter à une moto, c'est pas toujours facile. Mais le point que je veux appuyer sur ce que tu as dit, Maxime, c'est que c'est des pilotes d'usine qui arrivent. Donc c'est des mecs qui savent déjà comment on développe une moto, comment on la rend praticable pour soi et comment on la règle pour être bien dessus. Donc je pense que la KTM, elle va progresser. C'est aussi le problème qu'elle a aujourd'hui. Alors je sais pas si Binder est un mauvais pilote de développement ou si Miller pareil, mais en tout cas, aujourd'hui, elle stagne, on peut le dire, et on va en parler tout à l'heure quand on passera sur la partie MotoGP. Mais je pense que, comme tu as dit, Maxime, l'arrivée de pilotes d'usine qui savent comment ça marche une usine, Vignales avant Aprilia, c'est aussi Yamaha, donc c'est Ouais. des vraies Et c'est usines. aussi Suzuki. Donc, et c'est aussi Suzuki, donc il a fait quasiment que de l'usine, donc je pense que ça va être un apport de choix et un apport qualitatif qui va être conséquent pour la marque autrichienne. Léo, vas-y. Sans vouloir m'éterniser aussi hein, sur KTM, je pense que ça va créer une animosité entre tous les pilotes qui vont essayer de se tirer vers le haut sans le vouloir. Si Acosta se fait battre par Bastianini, bah, ça va le piquer dans son ego, il va vouloir faire mieux. Binder exactement pareil. Vignales, il va pas vouloir être le clown qui a du mal à s'adapter à la moto. Je pense que chacun va essayer de donner son mieux et de faire de son mieux à chaque week-end. Là, si on regarde, Bastianini il tombe face à Pecco, donc c'est compliqué, même s'il remonte en force. Binder, c'est la comparaison avec Miller, c'est sans bavure. Acosta, n'en parlons pas avec Fernandez. Et Vignales, cette année, il domine Espargaro. L'année prochaine, les 4, ils auront la même moto. De ce que Pete Byrer dit, il y aura pas de distinction entre Tech 3 et Red Bull KTM. Donc c'est vraiment que les 4, ils auront un intérêt à se montrer, à être devant. Et je pense que ça, même pour l'équipe, ça peut être dur à gérer, mais ça va se tirer vers le haut. Ouais, mais surtout que KTM met les moyens, pour le coup. Ils les ont toujours mis, mais là, t'as 4 profils de pilotes en plus qui sont très différents. T'as Bastianini qui est une bête de course absolue, on le voit cette année, en course il est monstrueux. Vignales qui, quand il est sur un bon week-end, il est chirurgical des qualifs au dimanche. Acosta qui est le petit prodige et qui est vraiment tout pour mener la marque au final. Et Binder qui est un pilote assez explosif et quand il est dans des bons week-ends aussi est très très fort. Et je pense qu'ils ont vraiment tous un profil un peu différent et ça peut vraiment amener quelque chose de super positif à la marque. Comme Ducati cette année d'ailleurs.
C'est ça. Mais c'est ce qui les a poussés à là où ils en sont aussi. Hein. Quand ils avaient les 4 pilotes usines avec Bagnaia, Zarco, Martin et Miller, ou Bastiani l'année d'après. C'était vraiment 4 profils totalement différents, mais ça aide, je pense. Ça aide et ça explique aussi pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Merci messieurs pour ces avis sur ces débats intéressants. Avant qu'on parle de ce qui s'est passé en piste, un avis d'abord sur le circuit d'Assen, sur l'ambiance de ce Grand Prix des Pays-Bas, un circuit qui est mythique, un Grand Prix qui est mythique parce que c'est le seul qui existe depuis la création du championnat, qui n'a jamais quitté le calendrier. C'est la cathédrale comme on le surnomme. Moi, c'est un Grand Prix auquel je pense pas quand on me demande c'est quoi tes grands prix préférés dans l'année. Et pourtant, à chaque fois qu'on y vient, à chaque fois qu'on regarde le week-end, je me dis c'est vrai que ça a l'air cool, j'aimerais bien aller à Seine un jour, mais c'est un circuit qui a l'air sympa, mais je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Maxime, qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Bah moi je pense que c'est un de ces circuits européens où quand tu y vas, bah, tu te dis putain l'ambiance c'est quand même... c'est un stade de foot quoi. C'est incroyable. Le soutien à Weyer pendant la course de Moto 3 était absolument fou. À chaque fois qu'il passait la ligne d'arrivée, on entendait le bruit des tribunes. C'était assez incroyable. Ça donne envie d'y aller forcément. La piste en elle-même est bien aussi, je trouve. Cette chicane à la fin qui offre toujours des bagarres assez spectaculaires. Puis tous ces virages rapides là qui en MotoGP donnent aussi des images assez folles. Non, franchement, voilà, puis plusieurs trajectoires, à chaque fois ça peut jouer un peu, ça donne des belles bagarres même en Moto 3. Non, franchement, un des bons circuits de ce calendrier. Léo, un avis sur cette dernière chicane, un souvenir peut-être, quelque chose Des souvenirs, il y en a beaucoup, hein, c'est ce que je disais, c'est ce que je comptais dire, hein. La chicane, elle peut offrir des très beaux dépassements ou forcément des petites histoires qui marquent. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté du circuit, hein. Au final, on s'en souvient pour ça et à chaque fois qu'on y retourne, on en parle. Mais c'est vrai que le tracé, j'aime beaucoup. Comme toi, Alexandre, je pense qu'à ce jour, c'est le circuit en Europe que j'aimerais le plus faire en MotoGP et que j'ai pas encore fait. Ouais, moi ce que j'aimerais souligner aussi c'est le respect des pilotes. Marquez quand il tombe, il est applaudi par absolument tout le monde. Alors comment, je prends l'exemple du Mans, il était hué ou Bagnaia aussi. Quand il tombe, là c'est quand même vachement respectueux, tout en restant assez patriote. Quand Weyrer il passe devant et comme disait Maxime, à chaque tour il l'applaudissait. Pour autant, quand Ortola le passe à la fin, il se fait pas huer ni sur le podium. Donc c'est belle ambiance dans le respect et ouais, c'est beau. Ben, on a hâte du coup d'y retourner dès l'année prochaine parce que normalement il devrait pas bouger du calendrier circuit d'Assen. Avant qu'on parle des championnats du monde, Léo, est-ce que tu peux nous faire un petit point de la Red Bull Rookies Cup? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Je pense que tout le monde l'a vu, hein, ce week-end. Maximo Quiles, le leader, était suspendu pour une action plutôt litigieuse au Mugello, qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Il a pas de chance parce que ses deux principaux rivaux se classent 1 et 3 sur la ligne de départ en nom de Carpe et Uriarte. Encore moins de chance parce que son dauphin au championnat va s'imposer en course 1 c'est Marco Morelli, l'Argentin, qui va faire la deuxième victoire de sa saison en course 2. Au championnat, il perd pas si gros que ça, mais il se retrouve quand même à 30 points de Brian Uriarte. Il reste que 150 points à redistribuer. Donc c'est pas encore terminé. Je tenais aussi à souligner la belle performance de Guillaume Planck en course 1 qui était pas si loin de ça de la victoire et du podium, seulement 2 secondes du leader, donc c'est encourageant pour la suite. Eh ben, merci Léo qui n'a pas été perturbé par Maxime qui est parti faire un petit tour dans sa maison, qui a ouvert sa bouteille d'eau, bu un verre, fermé une fenêtre, mais bon, c'est un véritable professionnel, Léo a pas été perturbé. Non, Maxime, j'allais je te profiter pendant demanderais... ce temps-là. Mais du coup, je me posais une question parce que j'ai quand même écouté ce que tu Oh, disais. c'est beau de rebondir comme ça c'est fort. Non, mais Très, voilà, très fort. après, il y en a qui tirent sur les gens, il y en a qui font avancer l'émission, qu'est-ce que tu veux que je te dise pourquoi on devrait regarder ce Red Bull Rookies Cup et pourquoi? Parce que moi, tu vois par exemple qu'il la regarde pas. Qu'est-ce qui devrait me donner envie en fait? À Un peu chaque que les fois gens que sachent. à chaque fois que je conseille des gens de regarder, ils reviennent vers moi en me disant que c'est passionnant.
c'est des courses Moto 3, j'ai pas envie de dire en mieux, mais on sait qu'il y a toujours un groupe de pilotes qui va se battre en Moto 3. On le voit aussi avec Alonso cette année, il fait preuve de domination. En Rookies Cup, ils ont tous la même moto. Ils peuvent pas avoir des réglages très différents parce qu'ils ont droit à un mécanicien et un ingénieur par pilote. Ok. Donc forcément, ça réduit le gap à niveau data et tout ça, réglage. Ça joue principalement sur le pilotage. Et c'est des mecs, c'est des fous. Alors oui, ça amène forcément des fois à des actions dangereuses, mais on a droit à des dépassements monumentaux par moment. Et c'est toujours plus de spectacle. C'est diffusé gratuitement en plus, donc ça a son petit lot à faire valoir. Et puis on peut voir les futurs champions de demain. Alonso il est passé par là, Veirer il est passé par là, Rueda est passé par là. En allant plus loin, Zarco est passé par là. Énormément Marquez de pilotes. Non, pas Marquez, Pas passe Marquez. par cette étape, mais du coup c'est intéressant pour s'intéresser à l'avenir. C'est Ouais. intéressant parce qu'il y a du spectacle, c'est intéressant parce que c'est gratuit, c'est intéressant parce que ça, il roule sur des circuits du championnat MotoGP. Donc ouais, franchement c'est cool à suivre. Est-ce qu'il roule tout le temps avec le MotoGP? Enfin, sur toujours les mêmes championnats ou est-ce qu'on a des manches parallèles, on va dire? Non, en Rookies Cup, c'est vraiment tout le temps en parallèle du MotoGP. C'est la prochaine course, bah du coup c'est au Red Bull Ring. Après il y aura Aragon et Misano. Eh ben maintenant vous savez ce qu'il faut suivre et comment le suivre grâce à Léo. Et puis si vous cherchez les dernières actualités, allez le suivre sur Twitter et vous aurez tout, ça c'est sûr. Et maintenant on va passer aux premières catégories du championnat du monde, au Moto 3. La catégorie Moto 3 avec le héros local, la star locale, Colin Veyer, qui était au début du week-end le grand favori, le plus attendu, le plus aimé de ce circuit, et qui en grand favori à la pole position a d'abord été en tête des qualifications avant de chuter. Une chute, un gros high side qui a fait quand même assez peur sur le coup. Heureusement, aucun problème pour Colin Veyer. La pole, elle est revenue à Piqueras devant Furusato et Colin Veyer qui, sur son premier tour, a quand même fait du coup un temps qui l'a placé en troisième position. Ortola, le futur vainqueur, je vous spoil un peu, était quatrième devant Yamanaka. C'était un peu plus dur pour les favoris et les leaders du championnat avec David Alonso seulement 13e, Daniel Olcado en 15e position. En course, c'est Piqueras qui a d'abord gardé les rênes de la course en faisant le hold shot, mais pas pour longtemps parce que Ivan Ortola l'a vite repassé. Il y a eu une bagarre derrière entre plusieurs pilotes, Furusato, David Munoz, Fernandez et Colin Veyer, ce qui a permis à Ortola en début de course de prendre un peu d'avance. Veyer est revenu devant juste après la mi-course. Il y a eu toujours cette bagarre pour le podium dans le groupe de tête qu'on a l'habitude de voir en Moto 3. Et dans les derniers instants de la course, on savait que ça allait jouer entre Colin Veyer et Ivan Ortola. Et Ivan Ortola, bah, il a mis comme un but à la 95e qui vient climatiser un stade. Il a fait pareil, mais sur un circuit, il a doublé Colin Veyer dans cette dernière chicane dont on parlait il y a quelques instants pour gâcher la fête de tous les Néerlandais qui étaient présents sur place. Ça, on en est sûr, mais surtout pour remporter son troisième succès en carrière. Et c'était un dépassement splendide, on va y revenir, à l'extérieur dans cette chicane, devant David Munoz qui termine troisième sur le podium. Et le top 5, il est complété par José Rueda et le leader du championnat David Alonso, qui lui fait une bonne opération malgré son top 5 parce qu'il voit l'un de ses principaux rivaux, Daniel Olgado, qui est seulement 11e. Monsieur, on va d'abord revenir sur peut-être le grand moment de cette course Moto 3. C'est ce dernier virage, ce dernier dépassement d'Ivan Ortola qui vient gâcher la fête, mais qui vient surtout s'offrir un succès qui il est allé le chercher, ce succès quand même, Maxime. Ouais, il est monstrueux dans les derniers tours. Hein. Je pense il arrive à accélérer ou personne n'y arrive à la fin de la course. Je pense qu'il garde je sais pas s'il garde le capital pneu, mais c'est celui qui a le mieux géré ses pneus en tout cas. À 4 tours de la fin, il met en marche et il met moins de 5, il met 5 dixièmes à tout le monde à peu près sur les temps autour. Tout le monde galère un peu à passer sous les 41 alors que lui roule en 40.5 à peu près. Donc ce qui le fait revenir assez vite sur Veyer, combler le trou, et puis dans le dernier tour, il est, c'est juste magistral, super intelligence. Il voit que Veyer
serre l'Inter pour fermer la porte, et il a la lucidité, enfin, je trouve ça toujours assez hallucinant de la prise de décision en si peu de temps. Il va lui faire l'extérieur et ça paraît si facile en plus. Et puis il va s'imposer sur la ligne, c'est absolument magnifique. Et une vraie course. Je pense que c'est les deux qui étaient au-dessus ce week-end-là, Veilleur et Ortola. Et on les retrouve à la fin, et Ortola mérite amplement sa victoire. Une victoire acquise à la photo finish parce qu'il y a seulement 12 millièmes qui séparent les deux hommes, l'Espagnol qui s'impose pour 12 millièmes. À l'image, comme ça, on voit rien, mais on vous assure, il a fini devant Ortola. Léo, un point sur le championnat. Ivan Ortola, du coup, qui avec ce résultat remonte, on va dire, au championnat. On a encore le temps, il sera pas pour l'instant leader, puisque c'est toujours... j'ai perdu son nom. David Alonso. David Alonso, qui est leader du championnat. Mais Colin Veilleur, derrière, lui, par contre, il est en train de revenir. Il y a certes un petit gap encore sur David Alonso. Est-ce que c'est lui le nouveau grand rival d'Alonso à la place d'Olgado, dont on va parler juste après, mais est-ce que Colin Veilleur, ça peut devenir le grand rival d'Alonso? Je pense que depuis quelques courses, oui, il s'impose comme son plus grand rival. Olgado est en train de faire exactement pareil que l'année dernière, c'est-à-dire perdre le fil, en plus au même moment. Depuis Catalogne, il fait une mauvaise course, puis derrière ça va plus. Là, il était dans le groupe, mais il a jamais réussi à s'imposer, il a jamais réussi à aller aux avant-postes, il ne s'est jamais montré, que ce soit durant les essais, durant les qualifs ou durant la course. Donc logiquement, je dirais que Colin, pour la plupart son prénom, se place comme le plus grand rival. Mais attention quand même à Ortola, j'ai l'impression qu'il a progressé. Il ne gagne pas que quand les planètes s'alignent, même dans des week-ends où il n'est pas forcément là en qualification. Il va se montrer, il va aller jouer la victoire. Il est encore loin du général comme Veilleur, mais on n'est pas à l'abri d'une erreur d'Alonso qui relance totalement la catégorie. On l'a vu l'année dernière. On s'attendait pas à ce que Masia remonte aussi vite, s'empare de la tête et soit distant avec les autres en si peu de temps. Donc c'est pas terminé. Attention à eux. Je pense que derrière les gaps maintenant ils sont un peu trop gros et je vois pas Olgado se rattraper. Maxime, juste avant que tu répondes, je donne le classement. Justement, David Alonso, c'est premier avec 150 points toujours. Colin Veilleur qui est deuxième avec 115, qui a passé Daniel Olgado qui lui en compte maintenant 111. Et Ivan Ortola, quatrième, c'est 105 points. Donc c'est qu'à 10 points de la deuxième place de Colin Veilleur. Derrière, c'est un petit peu plus loin pour David Munoz qui est cinquième du championnat avec 76 points. Donc il y a quand même là un vrai gap. Mais pour toi, Maxime, Veilleur, Ortola, ça va plus challenger Alonso que Olgado? Ouais, Olgado, j'ai l'impression que depuis Barcelone, comme tu disais Léo, il a fait un peu la même course, hein. C'est-à-dire qu'il était à la fin du groupe, et puis à la fin, vraiment, il s'écroule, hein. Il perd les pneus complètement, il est vraiment garé, je crois qu'il finit le dernier tour, il finit en 43, enfin, il est 2 secondes moins vite que les premiers. C'est quand même compliqué. Il a l'air d'être dans une passe, en tout cas, assez compliquée. Donc après, je vais pas paraphraser ce qu'a dit Léo, quoi. Il est vraiment dans sa période de dur, et ça a l'air de basculer dans le mauvais sens pour lui en tout cas. Mais justement, cette période de dur, on l'a déjà vécu, enfin, il l'a déjà vécu parce que nous on n'y était pas, mais l'année dernière, selon vous, Olgado, il a pas appris en un an. Avec justement cette dégringolade l'année dernière en deuxième partie de championnat qui était assez catastrophique, là où on voyait des pilotes comme Masia justement aller remonter un gap, aller chercher le titre. Olgado, vous pensez qu'il n'y a pas une progression? Moi, j'ai un peu du mal à y croire. J'ai envie de me dire que c'est qu'une mauvaise passe qui dure depuis, certes, 3 Grands Prix, mais qu'après la pause, peut-être que ça va aussi durer à Sachsenring la semaine prochaine. Après la pause estivale, il va revenir et il aura appris quelque chose. Ou alors, il a vraiment rien appris en 2 ans et je trouve ça un peu dommage, mais je serais curieux d'avoir vos avis. Pour vous, Olgado n'a pas progressé entre l'année dernière et cette année? Je pense que c'est pas une question de progression, vraiment, je pense qu'il a, enfin, en tout cas de ce qu'on suit sur les 3 derniers Grands Prix, j'ai vraiment l'impression qu'il a un problème avec les pneus, il a vraiment un problème d'adaptation avec cette usure des pneus Pirelli, où on se retrouve, en tout cas, moi on avait beaucoup suivi Barcelone et ce Grand Prix là parce que on les débriefait, et je retrouve les deux mêmes cas de figure. À suivre sur les prochains. Après, GasGas, c'est quand même, enfin, Tech 3, c'est quand même une équipe sérieuse, et ils pourront sûrement lui apporter des solutions et l'aider à progresser dans ce sens-là. Mais
Mais je suis pas archi confiant pour ça. Pas l'impression que ça ait beaucoup avancé. Puis il a pas, comme on en discutait, il a pas ce truc-là. T'as l'impression qu'il lui manque toujours ce petit truc, il est là, il est constant, il va savoir être solide, c'est un bon pilote, mais est-ce qu'il est vraiment dans les très bons? Pour moi, c'est pas vraiment sûr. Hein. Léo? Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est que déjà, il craque exactement au même moment que l'année dernière en Catalogne, et que derrière, il n'y a aucun motif d'espoir. C'est des circuits qu'il connaît. Pour rabâcher le Junior GP et la Rookies Cup, Catalogne, ils y roulent. Mugello, ils y roulent. Assen, ils y roulent. Donc, il a aucune excuse à ce niveau-là. Les circuits, il les connaît. Et pour autant, il n'arrive pas à se montrer. Pourtant, t'en as des juniors qui ont fait des très bonnes courses au week-end. Je pense à Luneta, qui était même relégué assez loin pendant un moment, qui a réussi à suivre Nepa, mais pas que, il l'a dépassé et derrière il se battait pour presque un podium à la fin. Piqueras, ok, c'était plus compliqué en course, mais il a mené et il a fait la pole. Là on est sur des circuits qu'il connaît, certes tout le monde les connaît, mais lui aussi. Demain on va arriver sur des circuits où il a jamais roulé ou très peu, et on a vu que il avait du mal à s'habituer à des nouveaux circuits. Si sur les circuits qu'il connaît, il montre pas des signes de progression, des signes positifs, j'ai extrêmement peur pour la suite personnellement. On va voir là, ce que réserve la suite à l'ami Olgado. Luneta, juste pour le mentionner, parce que tu disais Léo, c'est 10e sur les grilles, il perd quelques places en début de course, il revient super bien en milieu de course, il finit 6e, mais dans le groupe du podium, et c'était... Bon, on ne sait pas s'il y avait quelques tours en plus, il aurait réussi à avoir le podium, mais du moins c'est vraiment très encourageant et c'est une vraie bonne course sur laquelle il doit construire ses prochains week-ends, Luneta. Et maintenant qu'on a fini la catégorie Moto 3, on va Est-ce passer. qu'on pourrait parler de la déclaration magistrale de David Munoz? Non, mais je voulais éviter le sujet, mais bon, vas-y, lance-le. David On a Munoz accusé de qui favoritisme. trouve que les pilotes sont trop durs dans leur dépassement, trop dangereux, un peu trop à la limite, en parlant notamment de David Alonso. Alors il est bien mignon, hein, Munoz, il met le spectacle, mais les coups de carénage qu'il a mis pendant tout le Grand Prix, Il m'a régalé. pour dire ça après en parc fermé, il a pas honte. Mais pour le coup, si on peut finir là-dessus, la course de Moto 3 a été incroyable en qualité, en dépassement, en bagarre. Ça a été à tous les tours et Munoz a été un grand artisan de ça pendant la course. Hein. Il a été excellent et pour une fois, il s'est pas laissé emporter parce que ça doit être dur de garder son sang-froid quand tu prends des coups de carénage tous les 2 virages. Mais non, très très belle course de lui aussi d'ailleurs. C'est important de le souligner et à souligner que dans la même catégorie, pareil que ce qu'on disait tout à l'heure, Luneta était déjà présent à Barcelone, il fait 7 en partant assez loin. Luneta à surveiller, belle progression. Ah écoutez, il peut prendre tous les coups de carénage qu'il veut, et pour une fois qu'il en prend plus, il finit pas dans les graviers, donc on va s'en contenter. Hein. Si ça peut être comme ça tous les week-ends, on prend. Enfin, je prends du moins. Pour vous, je sais pas. Enfin, si je sais, je veux pas savoir. Et on va passer du coup maintenant au Moto 2. La catégorie Moto 2 avec un revenant, la pole de Fermín Aldeguer, lui qu'on attend toutes les semaines depuis le début de la saison, qui là a fait une jolie qualification avec la pole position, record du tour, plus de 2 dixièmes d'avance devant les autres Bosco-Scuro de Ayo Ogura et Sergio Garcia. Et il se fait surprendre au départ Aldeguer, parce que c'est Ogura qui fait le hold shot. Il reprend rapidement la première position, il s'envole, on va dire, parce qu'il prend quand même 1 seconde et demie d'avance, 2 secondes sur le reste de ses poursuivants. Il y a une début de course qui est pas forcément le plus spectaculaire depuis le début de la saison. Il y a une chute de Zanda van der Gourberg, il y a la chute entre Canet et Arenas après un accrochage, il y a une jolie bataille entre Ayo Ogura et Sergio Garcia, et on se dit que le podium, il est décidé, que Fermín Aldeguer va s'imposer devant Ogura et Garcia, sauf qu'à 9 tours de la fin, Fermín Aldeguer, il prend un long lap pour limite de piste. Il a déjà été informé quelques tours avant qu'il est surveillé par direction de course, qu'il en a déjà fait 1 seconde 6 d'avance, pardon. Il en refait encore 2 pour être sûr de prendre la track limite. Il fait son long lap. Il tombe pas dedans.
hein, il a progressé de terminal de guerre en longue lap et il ressort troisième à 7 tours de la fin avec du coup derrière Ogura et Garcia. Il arrive à passer Garcia et derrière on pense qu'il a trop tapé dans ses pneus pour aller chercher Ogura qui s'impose, qui gagne encore après Barcelone devant Terminal de guerre, devant Sergio Garcia. On va parler d'abord du poleman, Aldeguer. Qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on retient le fait qu'il est revenu au premier plan, qu'il a fait une pole avec la manine, ou est-ce qu'on retient qu'il a encore déçu parce que il fait une erreur qu'il ne doit pas faire? Léo. Avant de commencer déjà, je sais que t'adores Munoz et Aldeguer, mais j'espère que c'est pas toi qui gères leur communication, parce qu'entre David Munoz qui se plaint des pilotes et Aldeguer qui se proclame le roi des longues laps, forcément c'était le seul à en prendre, et puis en plus tu chutes en Catalogne en le prenant. Bon, on va se calmer monsieur, on se rappelle de Brno et Zarco, ça c'était de la magie, ça c'était magnifique. Petit aparté terminé. C'est l'autodérision, c'est ça que t'as pas compris le message. C'était l'autodérision pour les deux. Ah là là. Non mais Aldeguer qui était redominant. J'ai l'impression d'avoir vu le Aldeguer qu'on voyait en fin de saison dernière. En revanche, par contre, il y en a marre, quoi. Il faut que tu arrêtes tes conneries. Tu roules et tu veux gagner ces courses. En plus, tu l'as vu très vite dans la course que tu avais les limites de piste. Tu avais 1 seconde 6 d'avance. Tu sais qu'à la fin, les pneus ils sont durs à amener. Tu baisses peut-être de rythme, mais tu fais attention, je sais pas. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Mais c'est dommage parce qu'encore une fois, la victoire, elle s'envole. C'est potentiellement 5 points de plus à rattraper parce que maintenant le gap il est quand même relativement gros avec Garcia. Ouais, t'as été très dominant en essai, t'as claqué 350 millièmes en qualif, t'as près de 2 secondes d'avance en course. Le long lap il était inutile. On en parlait avant le week-end, enfin avant la course, on se disait comment Aldeguer peut encore foirer sa course. Il l'a parfaitement fait. Ça a peut-être montré des signes rassurants auprès de Ducati, son rythme, mais ils doivent quand même se poser des questions sur le pilote et sur sa gestion en course aujourd'hui. En tout cas, ça relance un petit peu sa saison. On se dit qu'il est capable de dominer, on se dit qu'il est capable de remonter, mais quand même attention. Maxime, le bilan du week-end du roi des longues laps. Mais c'est pas un peu la 3e fois qui se tape des longues laps en course cette année? Je pense qu'il y a Portugal il y a pour Portimao. Ouais, Portimao, Oui, Barcelone et... Ouais. Donc, Portimao, ça c'est un commence autre motif quelque part. C'est Ouais, mais c'est lui qui fait l'erreur quand même. bien sûr, mais c'est pas une erreur. Comment dire, c'est une erreur, ça on est d'accord, mais c'est une erreur d'anticipation qui peut aussi se faire par un problème, on va dire, dans ta gestuelle de départ et dans ce que tu dois faire Bien pendant sûr, le départ. bien Là, sûr, mais c'est c'est encore une course un qui peu gâche moins- alors qu'il est premier. oui, c'est un peu moins évident entre guillemets que les track limits où c'est quand même le b.a.-ba du sport mécanique quelque part, quoi. Bien sûr, surtout que je pense que son avertissement pour 3 tracks limites dépassées, il le prend au 5e tour. Donc, après la course elle est longue, forcément. Il veut creuser le. La course elle est longue, c'est français ça. Mais, mais il veut creuser l'écart dès le départ et il se pénalise tout seul. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Surtout qu'avant la course, on entend qu'il y a des rumeurs dans le paddock comme quoi Ducati cherche peut-être à rompre le contrat ou à trouver un moyen de s'en débarrasser. Donc il fallait pas foirer et je trouve que malgré tout, même s'il fait 2e, ça fait encore tâche. C'est quelqu'un qu'on attend comme gagnant du championnat et très largement, qui doit être au-dessus des autres. Et il sait l'être. C'est ça le pire, c'est qu'on voit qu'il est capable de l'être. C'est très dommage. C'est très dommage, mais bon, c'est comme ça. J'espère pas forcément qu'il s'en relève et qu'il apprenne parce que jusqu'à maintenant il l'a pas fait. Donc je suis quand même assez impatient de voir la suite et voir comment ça va se passer pour lui. Oui, parce que là, au niveau du championnat, ça commence à faire mal. C'est Sergio Garcia qui est toujours 138 points, Ai Ogura 124, Joe Roberts 115, même si Joe Roberts est blessé, on va en parler juste après. Donc il y a encore même un petit écart entre Roberts et Garcia, mais ça se compte sur 20 points, c'est pas énorme. Terminal de guerre, c'est que 83 points. Pour aller jusqu'à 138, je vous laisse faire le calcul, ça se rattrape pas un super week-end. Il va falloir que Garcia commette quelques erreurs et qu'Aldeguer redevienne le Aldeguer qui domine tout pendant plusieurs grands prix, et c'est loin d'être facile et loin d'être certain que ça arrive. Surtout que c'est pas une
c'est pas un exemple de régularité jusqu'à maintenant dans sa carrière, et c'est ce dont il va avoir besoin, quoi. C'est peut-être ce qui lui manque, parce que la vitesse, il l'a. Il l'a, il y a aucun doute là-dessus, mais vraiment, faut qu'il arrive à trouver de la régularité, quoi. On va parler du vainqueur du jour, Ai Ogura. Est-ce que ce week-end à Assen valide son passage en MotoGP à la place de Takaaki Nakagami chez LCR, Léo? Comme si beaucoup en doutaient. Non, c'est indéniable, hein. Ogura est plus talentueux que Nakagami. Il est plus rapide. Maintenant, est-ce que c'est pas Ogura qui, lui, n'a pas envie d'aller sur la LCR? Quand aujourd'hui tu vois les résultats de la Honda, je suis désolé, mais moi j'ai pas envie. Ou alors tu me mets un très gros chèque et j'oublie la dépression avec des liasses de billets. Mais oui, pour moi c'est indéniable. La place, il faut que t'ailles le charmer, il faut que tu essayes de l'attirer. En plus, son style de pilotage est magnifique et je pense que Kevin, s'il était là, il dirait pas le contraire. Mais après, est-ce que Ai Ogura lui-même a envie d'aller sur la Honda? Ça, je sais pas. Est-ce qu'en partant du Team Asia en Moto 2, il est toujours dans la discussion au final? Oui, il Parce a encore un que- contrat avec le HRC. Ok. Et c'est ce qui peut quelque part poser problème parce que on a l'année prochaine deux Yamaha qui arrivent, constructeur japonais, un japonais. Alors Yamaha c'est moins leur politique que Honda, mais quelque part ça peut aussi entrer dans la balance de près ou de loin, on sait pas vraiment. En tout cas, c'est vrai que depuis le début qu'on parle d'Ai Ogura en MotoGP dès l'année dernière, c'est toujours Ai Ogura, Honda LCR, Ai Ogura remplace Nakagami. Il n'y a jamais une autre piste qui a été avancée ou mise sur la table. Peut-être qu'on en trouvera une dans les semaines à venir parce que, comme tu l'as dit, Léo, quand on voit les performances de Honda, sans parler de LCR ou de l'équipe officielle, bah, ça donne pas envie d'y aller. En tout cas, ce qui donne envie pour lui, c'est de montrer ce qu'il sait faire et d'aller charmer aussi de son côté d'autres constructeurs, peut-être à commencer par Yamaha. Et je voulais qu'on parle en Moto 2 de Joe Roberts qui s'est blessé, qui n'a pas roulé ce week-end, qui vraisemblablement ne devrait peut-être pas rouler la semaine prochaine au Sachsenring ou ne sera peut-être pas à 100%. Est-ce qu'il peut perdre gros et, si on va un peu plus loin, est-ce qu'il peut perdre ses chances de gagner le titre cette année avec ces deux grands prix manqués, Léo? Je pense que oui, clairement. Il était dans une dynamique extrêmement positive. Peut-être qu'il a eu déjà des contacts avec Aprilia pour le Team Trackhouse. Potentiellement qu'il surfait un petit peu sur sa bonne forme en Moto 2. Mais en tout cas, c'est indéniable qu'il était un très gros concurrent, le meilleur de très loin sur la Calex. Mais là, bah, tu te blesses, ça va casser ta dynamique. Tu prends déjà un petit peu de retard au championnat. Au SAG, bah, peut-être que t'es pas là, et si t'es là, bah, t'es vachement réduit. Donc tu sais par avance que tu vas perdre encore un petit peu des points sur tes principaux rivaux. Et puis on l'a vu Roberts dans le passé, il avait des dynamiques, des fois où il était très rapide, et puis quand il l'a stoppé, et ben derrière ça revenait plus. Est-ce qu'il a progressé? Est-ce qu'il va revenir devant? Je lui souhaite. Maintenant, ben, on peut pas certifier son retour aux avant-postes et son retour dans la bataille pour le championnat. Maxime? Moi, je serais un peu moins négatif sur le fait que je pense que Trackhouse n'attend pas forcément de lui qu'il soit champion du monde pour le faire monter. Lui, il dépend moins de ça. On attend vraiment de lui qu'il fasse des bonnes perfos et qu'il justifie un peu son passage. Je pense que il en gagne 3 de plus cette année et la discussion devient vraiment très sérieuse. L'idée, ça va vraiment être de se remettre comme il faut parce qu'il s'est quand même pété la clavicule. Donc, c'est sûrement une blessure qui mettra un peu de temps et qui va laisser des séquelles. J'espère qu'il arrivera à revenir à son top niveau en tout cas. Enfin, en tout cas pour lui, c'est vraiment ça qui va déterminer la suite de sa saison. Vraiment se remettre comme il faut de sa blessure et réussir à revenir au top de la forme. S'il arrive à finir sa saison, on lui demande pas de finir comme Aldeguer, mais on voit comment ça a fait, quoi. Aldeguer, il a fait 3 bonnes courses d'affilée, il a gagné un contrat Ducati. Je pense qu'on en demande peut-être même pas autant à Roberts, quoi. Vas-y, Léo. Moi, je pense même, je suis même pas sûr qu'on demande 3 victoires supplémentaires à Roberts à l'instant T. Oh, je dis ça. Je me demande même si ça se trouve le contrat, il est peut-être même déjà signé.
C'est un Américain, il manque d'un Américain, la Dorna rachète, donc potentiellement que ça a un petit peu poussé, ça se fait racheter par Liberty Media, pardon. Ça fait peut-être un petit peu poussé dans ce transfert aussi. Trackhouse, bah, ça reste un team américain. On sait à quel point les Américains ils s'aiment entre eux, donc bah, Ils sont ça leur ferait plaisir d'en avoir un dans l'équipe. Si ça se trouve, le contrat il est déjà signé, il est juste pas officiel. Puis on parlait tout à l'heure des contrats, des transferts. À ce jour, les 5 premiers au général, donc Garcia, Ogura, Roberts, Lopez et Aldeguer, pour moi, c'est les seuls qui peuvent prétendre à une montée en MotoGP. Sachant que Lopez, moi, ça me fait pas trop rêver. Aldeguer, il a déjà son contrat. Garcia, j'ai l'impression que personne le drague, alors que sa saison, elle est juste monstrueuse. Ogura, bah, il a une place déjà toute écrite chez le HRC. Maintenant, est-ce qu'il cherche à aller mieux? Enfin, à avoir mieux? Puis Robert sur la Trackhouse, bah, faut voir, hein, parce que Yamaha, comme on dit, ils ont 2 motos supplémentaires. Moi, je m'interdis pas d'aller chercher Garcia et Ogura, si Ogura, il a pas envie d'avoir la Honda, potentiellement. Ah, malheureusement, ce qui manque à Garcia, c'est la nationalité, quoi, en fait. Parce que ce qui démarque Roberts et Ogura de lui, c'est juste ça, quoi. Mais si on peut prendre un petit dernier point, juste, Je Alexandre, t'en prie. ce serait parler des Bosco-Scuro encore. Hein. Les 4 Bosco-Scuro sont sur les 5 premières places des qualifs. Ils ont été les 4 devant pendant la course pendant un bon moment, avant que Lopez s'écroule. C'est peut-être le plus faible des 4 d'ailleurs. Mais ils sont encore au-dessus, hein, et le châssis a l'air de vraiment fitter parfaitement avec les Pirelli, et ça fait très très mal chez Kalex. Hein. Et je crois que Léo a une piste pour que Kalex revienne au top niveau, ou du moins peut-être Oui, une bah, théorie qui expliquerait cela. déjà, on en discutait en off, qu'Alex, on le voit clairement, ils sont à la rue. Ils ont un plus gros budget que Bosco-Scuro, mais Bosco-Scuro, bah, ils travaillent à fond sur 4 motos. Donc bah, tout l'argent qu'ils ont, ils le mettent pour les 4 et pour que ça aille plus vite. Là où Kalex, ça peut être un peu plus long, les informations à remonter et les améliorations à descendre. En revanche, je me baladais sur des offres d'emploi, on en a parlé, interne MotoGP. Chez KTM, ben, on cherche à fond des ingénieurs pour travailler sur les suspensions de la Moto 2, et chez Kalex, on cherche de nombreux ingénieurs pour développer de nouveaux châssis. Donc c'est que je pense que aujourd'hui, chez Kalex et chez KTM, ben, on a déclenché la sonnette d'alarme, et on sait qu'il y a un réel danger avec Bosco-Scuro. Bah, on va voir si Kalex arrive à revenir sur Bosco-Scuro d'ici la fin de l'année. Les dépasser, on en est moins sûr, mais au moins faire jeu égal, pourquoi pas, nous verrons. Et puis on va passer au MotoGP. Le MotoGP, la catégorie reine, la catégorie ce week-end, surtout de Francesco Bagnaia, parce que ça a été lui le roi d'Assen, tout simplement. Pole, victoire en course sprint, victoire en Grand Prix, une sensation de maîtrise déconcertante. Enfin bon, bref, du Bagnaia tout craché qui sait faire ce genre de week-end, peut-être le seul qui sait aussi bien faire, du moins sur les 2 dernières années, ça c'est sûr. On a déjà commencé en qualification avec un tour magnifique, record du circuit pulvérisé de plus d'1 seconde. Oui, il avait pas vraiment le temps, Bagnaia, ce week-end. Derrière, sur la première ligne, on l'a retrouvé avec Jorge Martin d'abord pour la course sprint. Martin qui avait été lui aussi pas très loin de Bagnaia, je crois que c'est moins d'1 dixième en qualif, qui fait P2 sur un circuit où il a pas toujours été super bon. Je crois qu'il avait jamais fait mieux que 5e. Donc à vrai dire, c'était vraiment pas son circuit fétiche. Vignales sur la première ligne aussi, et puis Martin qui finalement du Grand Prix partira en 5e position pour avoir gêné Di Gianantonio en Q2. En course sprint, Bagnaia fait le all shot, il s'envole, il gagne. Bon, je suis désolé, je vous le résume un peu vite, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Il s'impose devant Martin et Vignales. Marc Marquez qui lui aussi avait fait un bon départ, qui a chuté dès le deuxième tour, oui, dans le deuxième virage du deuxième tour. Bastianini finit 4e, Di Gianantonio 5e, Quartararo qui finit 8e, Zarco un peu plus loin toujours 16e, et il y a une grosse chute d'Espargaro dans le dernier tour. Ça, c'est le classement après le drapeau à damier. Quartararo finit 7e parce que Alex Marquez a pris un long lap
qu'il n'a pas respecté, ou du moins qu'il n'a pas fait, ou qu'il n'a, à mon avis, pas voulu faire en piste. Il a préféré prendre les secondes qui vont avec. Il en a pris 3 et Fabio Quartararo gagnait un rang et terminé 7ème. Personne ne m'a soufflé cette information, je l'avais noté sur mon écran. Pendant le Grand Prix, du coup, le all shot de Pecco Bagnaia qui encore une fois a fait pareil. Il est parti, il a imprimé son rythme, un tempo que personne n'a pu suivre, pas même Jorge Martin qui s'offre une solide deuxième place. On a eu un gros high side d'Alex Rins après la grosse chute d'Espargaro la veille. Ça fait quand même 2 pilotes qui sont partis de la scène avec tout simplement de grosses blessures et qui ne seront pas là au Saxon Ring. Espargaro qui, je sais plus si je l'ai cité, mais en tout cas n'a pas pris part au Grand Prix à cause de sa chute. Un Grand Prix plutôt calme dans l'ensemble. On a eu une jolie bataille pour le podium entre Maverick Viñales, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, Pedro Acosta et Bastianini. Et c'est finalement Bastianini qui est sorti vainqueur en remontant très très rapidement, en passant de la 7ème place à la 3ème en l'espace de quelques tours. Et donc c'est une victoire de Bagnaia devant Martin et Bastianini. Di Giannantonio finit 4ème devant Viñales et Brad Binder. Marquez, lui, est relégué au 10e rang à cause d'une pression de pneus insuffisante. On vous donnera pas le chiffre parce que ça fait mal aux fans de Marc Marquez de savoir à quel degré son pneu avait la mauvaise pression. Léo, ça va t'es encore avec nous ou pas? Ah là là, alors, comme je disais, hein, la règle est à vomir. Maintenant, la règle, c'est la règle, hein, je veux pas la remettre en cause. Mais la défense de Marquez, elle est plausible. Le dépassement de Bastianini, il est musclé. Sur sa sortie, il sait que ça lui a fait perdre un petit peu dans les pneus. Il a déjà laissé Di Giannantonio le passer parce qu'il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc il a perdu énormément de temps. Et je crois que ça se joue à 0.01 et tu lui colles 16 secondes. Alors, comme je le dis, hein, j'ai pas envie de remettre en cause la règle parce que c'est comme ça. Il y en a d'autres qui les ont pris les pénalités. Maintenant, je trouve ça vachement dur. Aujourd'hui, et je parle pour tout le monde, hein, pas que pour Marquez. Je pense juste qu'on devrait amener des pneus qui peuvent résister toute une course, peu importe la pression que tu fous dedans, et qu'il n'y ait pas cette règle qui chamboule tout le classement 3 heures après les résultats. Ça dénaturalise tout le sport, tout le spectacle. La course elle est terminée, t'as envie d'attendre le prochain week-end, t'as pas envie d'attendre une pénalité qui tombe, que ce soit sur ton pilote ou sur un autre. Hein. Moi je soutiens Marquez, donc forcément ça fait mal. Si on arrive la semaine prochaine et que j'apprends que Pecco il a pris 16 secondes de pénalité pour une pression trop basse et du coup il perd sa victoire qui est stratosphérique, je suis pas fan de Pecco, mais ça me fait chier, clairement, hein, pour utiliser les termes. Ça me ferait chier, c'est pas beau pour le spectacle. Le meilleur c'était Pecco. Si il a une pression à 0.01 qui lui fait perdre la victoire, même en n'étant pas son fan, ça dégoûte, ça enlève la beauté du sport. Là aujourd'hui je le porte pour Marquez, mais je le dirais pour tout le monde. C'est pas normal. Ouais, ça enlève la beauté du sport, ça fait surtout redescendre Marquez au 10e rang, et au vu du championnat, à quel point c'est serré et à quel point le moindre point est important, c'est compliqué. Maxime, avant qu'on parle des vainqueurs du jour, un petit point justement sur ce cas Marquez. C'est je trouve triste qu'on en arrive là, quoi. Ouais, c'est triste qu'on en arrive là, mais après, je pense qu'ils se sont plantés, hein. Juste, tout simplement. Hein. Alors, je sais pas si c'est un problème avec le pneu qui était de mauvaise qualité, mais ils ont l'air d'un peu divaguer avec les réglages de son côté du box, peut-être de l'autre côté, hein, parce que Marquez, son frère, n'est pas très performant non plus cette année. Après, ChatGP 23 pour tous ceux qui l'ont, n'a pas l'air très facile, hein, honnêtement, mais il finit à 0,01, mais voilà le sketch qu'il fait pendant toute la course, donc dis-toi que s'il avait roulé tout seul, à mon avis il aurait été beaucoup plus bas que ça, donc je sais pas s'ils sont pas vraiment trompés de réglage et ils ont juste pas mis assez de pression en début de course, ça c'est possible. Est-ce que l'erreur vient pas de leur part aussi? Faut pas tout dire, enfin faut pas tout jeter sur Pirelli, je pense qu'ils font l'erreur et que, on se rend pas compte, mais il a quand même fait signe à la moitié de la course à un gars de passer devant lui pour que son pneu récupère de la pression en fait. Donc il devait être vraiment très très bas. C'est tout ce que je voulais dire. Vas-y Léo.
Alors non, faut pas tout jeter sur Michelin du coup et sur les pneus. Putain, j'ai dit Pirelli en plus. Oh, t'inquiète, ils équipent les Moto 3, Moto 2, on va te pardonner. Non, mais je suis d'accord avec ça. En revanche, moi je préférerais des pneus peut-être moins perfo en piste, mais qui derrière, tu peux mettre la pression que tu veux dedans. Bah, t'as pas cette règle parce Ouais, que ça serait trop de dangereux de pression descendre mini, en ouais. dessous ou quoi que ce soit. Ouais. Enfin, moi je trouve, je me rabâche dessus, mais je trouve ça, c'est clairement ça coupe la beauté du sport. À la fin de la course, tu ne sais pas si le classement il va rester comme tel. Et Francky, il Après, a ça mis un nous est arrivé tweet. une fois dans l'année. Ça nous est arrivé une Bah, fois dans l'année. Ça nous a pas empêché d'avoir des très belles courses jusqu'à maintenant, alors que la règle elle est en place depuis l'année dernière. ça, non, c'est la deuxième fois cette saison. L'année dernière, c'était déjà beaucoup trop le cas, je trouve. Puis cette saison, c'est cash, hein. Tu t'es en dessous, tu prends une Ouais. pénalité. L'année dernière, à la limite, t'avais l'histoire de la première fois, patati patata. Mais je sais que Francky a mis un tweet, donc le chef mécano de Marseille, de Marquez, sur Twitter, et qui disait que justement, il comprenait pas d'où venait le problème, parce que pour eux, les réglages qu'ils avaient fait, c'était censé tenir à la course et rester dans la réglementation jusqu'à la fin. Alors oui, forcément, on est tellement à un niveau monumental en MotoGP aujourd'hui qu'ils ont joué sur la limite. Mais tout de même, je pense que tu as assez d'ingénieurs côté Gresini, puis je crois qu'ils en donnent un ou deux Ducati à Marquez. Il y en a forcément un qui aurait trouvé quelque chose de louche si ça l'avait vraiment été, quoi. Ouais. Après, Ah, peut-être que le c'est pneu tout. était juste pas bon. Peut-être aussi. Mais c'est vrai qu'on a vu une situation assez étrange où il se retourne, Marquez et fait signe à Di Gianantonio de passer. C'est quand même quelque chose qu'on voit jamais, qu'on n'a pas l'habitude de voir, encore moins Marc Marquez, j'ai envie de dire. Et ça veut dire que déjà il y avait un problème pendant la course, que ça a, comme tu l'as dit Maxime, quelque part ruiné une partie de sa course, même si j'allais vous poser une autre question sur Marquez, je vais vous la poser ensuite quand j'aurai fini d'avancer mon argument. Mais c'est qu'il y a un problème fondamental, c'est arrivé à Marquez aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une erreur chez Gresini ou quoi, mais si ça arrive à d'autres personnes, si au final ça joue en quelque sorte sur la lutte pour le titre, si demain ça arrive à Pecco ou à Martin, alors qu'il est P1 ou P2, comme tu dis Léo, ça aura peut-être pas non plus la même résonance que Marquez qui quelque part n'a même pas fini sur le podium ce week-end. Mais pour en revenir à Marc Marquez, est-ce qu'il a pas un peu compromis son Grand Prix à cause de sa journée du samedi? Sa journée du samedi, si vous n'avez pas suivi tout le week-end, c'est une chute en qualif, alors qu'il est dans un tour qui peut lui permettre d'aller chercher une meilleure place sur la grille que la sienne, et c'est surtout une chute en course sprint dès le deuxième virage où il rentre un peu trop fort, et bon, c'est une erreur de sa part, mais où il perd déjà de gros points en vue du championnat, et il perd quelque part aussi un petit peu de confiance. Est-ce que sa journée du samedi explique aussi son résultat du dimanche, Maxime? Il a fait pire comme samedi, on dira. Il a fait pire comme samedi, il est parti de bien plus loin. Là, il était pas trop mal, il a fait un bon départ, il était quatrième. Après, je pense qu'il avait pas le rythme qu'il fallait pour suivre les deux de devant qui étaient vraiment sur une autre planète ce week-end. Et après, vraiment pas de chance sur son pneu, quoi, pour le coup. On n'a pas vu le potentiel qu'il pouvait avoir sur la sprint sans problème de pneu samedi, c'est un peu dommage. Mais je pense qu'il est pas forcément dépendant de son samedi, en tout cas moins ce week-end là. Il partait de moins loin pour moi. Léo? Ouais, comme dit Maxime, il a déjà fait pire en samedi. Moi, je pense que tout son week-end, il est pas top. Il tombe, je crois, à chaque séance, même le vendredi. Jamais forcément trop dans le rythme, même s'il arrive à obtenir son ticket direct pour la Q2. Mais en Q2, il fait pas un très gros temps. Il chute en sprint. Il est pas flamboyant, ou du moins pas au-dessus de tout le monde en course, comme il a pu le montrer, surtout dans les derniers tours. Moi, je m'attendais à ce que à 2-3 tours, même un peu avant, il se décroche du groupe pour potentiellement même raccrocher un Martin qui perdait en rythme, mais ça n'a jamais été le cas. Puis après, il y a la pénalité, bien sûr, mais ouais, pas forcément dans son week-end. On dirait, c'est peut-être méchant, mais presque un rookie qui se met la pression après avoir été promu dans l'équipe principale. Avec du coup Marquez chez les Rouges. C'est presque l'impression que ça donne de l'extérieur. Ouais, surtout qu'il nous a pas habitués à ça cette année en fait. C'est Totalement. surtout que voilà, il a toujours été très passé des week-ends très maîtrisés, où il maîtrisait très bien ses pneus en course, super intelligent, où il était capable de les gérer, avoir de gérer ses temps forts, ses temps faibles et tout. C'est assez étonnant, surtout que ça arrive maintenant et que ça arrive à une semaine de son circuit fétiche. C'est peut-être pas la meilleure préparation, c'est dommage.
Mais a-t-il besoin de préparation au Saxon Ring? On aura la réponse la semaine prochaine. En tout cas, il y en avait un qui avait pas besoin d'une meilleure préparation ce week-end, c'est Francesco Bagnaia qui a assommé la concurrence. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce week-end de Bagnaia, à part que c'était parfait? Je pense qu'on peut rien dire de plus. Moi, je suis désolé, mais depuis quelques grands prix, là, Bagnaia, il me fait penser vraiment au plus grand de la catégorie. J'ai déjà douté de lui, mais il me montre qu'il ne faut jamais douter de Francesco Bagnaia. Je me pose même la question de où est-ce qu'on pourrait le placer autour de très grands pilotes, pardon, comme De Rossi, Marquez, Lorenzo, Stoner. Alors oui, c'est des grands noms, c'est très haut, mais je suis désolé, si ça continue comme ça, va falloir considérer Pecco comme quelqu'un qui rentre dans cette cour. Là, ça fait 5 courses d'affilée, sprint plus course longue, qui gagne. Il est sur une dynamique de folie. Il a mené tous les tours des 2 courses. Il a fait le meilleur tour sur les 2 courses. Il a fait le meilleur tour, le meilleur chrono sur toutes les séances. Enfin, c'est quelque chose quand même. Il est dans une dynamique de malade mental. Martin, il limite la casse. Maintenant, si Bagnaia il gagne toutes les courses jusqu'à la fin, même un Martin à son prime, il va pas le toucher. Maxime, avant qu'on parle de Martin, justement, Bagnaia. La dynamique est très impressionnante, surtout qu'elle va qu'en grossissant. Il a rarement fait, depuis qu'il est en MotoGP et qu'il domine un week-end comme celui-là, où il est bon du vendredi au dimanche. Vraiment, il a dominé toutes les sessions, il a été tout le temps devant. Il fait vraiment l'impression que la moto, elle commence vraiment à lui convenir, mais parfaitement, quoi. Il fait qu'un avec la machine, et il y a vraiment zéro doute à zéro moment de son week-end. Peut-être en Q2, quand on s'y attend pas, mais que Martin fait le 30.8 là. Il s'y attendait peut-être pas à celui-là, mais il ressort et il claque un énorme temps derrière. Enfin, il en avait presque encore sous la pédale, quoi. C'est quand même assez, assez impressionnant. Donc ouais, là, c'est de bon augure pour lui, pour la suite du championnat, même s'il est capable de faire des progressions très sinusoïdales, mais là, c'est très très fort. Parce qu'à l'heure actuelle, au championnat, c'est 200 points pour Jorge Martin, 190 pour Bagnaia, donc seulement 10 points d'écart. Et depuis quelques temps, on va justement dans un écart qui est de plus en plus serré. C'est un petit peu plus loin pour Marc Marquez qui retombe à 142 points, qui en compte maintenant 58 de retard sur Martin. C'est pas irrattrapable, mais c'est plus difficile qu'il y a quelques courses. Je serais un peu moins d'accord sur votre avis sur Jorge Martin, notamment sur le tien, Léo, parce que j'ai trouvé un Martin ce week-end solide, ultra solide, P2, 3 fois. Comme on l'a dit en off tout à l'heure, en fait, il a fait le week-end parfait, il y avait juste meilleur que lui, et aujourd'hui, il pouvait rien faire. Et justement, parce qu'il pouvait rien faire, il a été calculateur, il a pris tous les points qu'il pouvait prendre, sans en faire trop, sans partir à la faute. C'est une version d'un Jorge Martin qu'on connaissait moins, qu'on connaissait presque pas. L'année dernière, je pense qu'il serait tombé soit en Grand Prix, soit en course sprint. Et il y aura des circuits où Bagnaia sera peut-être pas moins fort, mais lui, il sera plus fort parce que la Seine, c'est traditionnellement pas un circuit qui lui convient. Donc je pense qu'on a une nouvelle version de Jorge Martin qui gère mieux son championnat et qui, les week-ends où il fait P2, il fait vraiment P2. Maxime? Ouais, puis surtout que à ce moment-là de la saison pour lui, c'est super important de faire ça comme ça. Il n'a pas été annoncé chez Ducati Usine, il signe chez Aprilia, il pourrait être un peu dans le too much où il va en faire trop, il va absolument montrer que, en plus sur un circuit où il n'est pas très à l'aise d'habitude. Donc week-end très surprenant, même en interview et tout. C'est un nouveau Martin vraiment cette année, hein, tête sur les épaules, vraiment serein, positif. Très très agréablement surpris. J'attendais avec impatience de voir ce qu'il allait faire après les annonces qui ont eu lieu là, les semaines passées. Agréablement surpris, vraiment très solide. Léo? Toi, tu le vois pas revenir. Non, c'est pas que je le vois pas revenir. On sait que Martin est extrêmement rapide, qu'il est extrêmement bon. Il va arriver sur le circuit pendant la tournée asiatique, tout ça, qu'il apprécie beaucoup. Je me fais pas de soucis pour lui, honnêtement, mais on voit quand même que Pecco, c'est Pecco et il s'assume vraiment comme le champion du monde. Il montre qui il est. Aujourd'hui, Pecco, il est que à 10 points de Martin, sauf qu'il a 4 DNF contre 2 pour Martin. C'est quand même beaucoup plus. Ouais.
Je pense que le championnat est long, que ça va encore se jouer entre les deux. Pourquoi même pas mettre Marquez dans l'équation? Je sais pas, hein, une double victoire au SAG, il se rapproche des deux, ça le met en confiance. On peut pas l'exclure, mais ça va être magique, je crois, je pense, entre Martin et Bagnaia comme l'année dernière, potentiellement jusqu'au bout. Je suis ni fan de l'un ni fan de l'autre. Moi, je kiffe le spectacle entre les deux, et si ça va jusqu'au dernier Grand Prix, jusqu'au dernier virage, bah, je serai le fan le plus heureux du monde. Ah, c'est un joli discours et ça fait rêver beaucoup de fans de MotoGP qui ne pensent absolument pas comme toi, mais c'est pas grave parce que nous on trouve ça joli. Tu as ajouté Marquez à l'équation. J'ai une question au vu du Grand Prix d'aujourd'hui, de la très belle remontée d'Enea Bastianini. Est-ce qu'il peut avoir une place dans cette lutte au championnat selon vous? Alors, je précise ma question, c'est pas une place, est-ce qu'il peut être champion du monde? C'est est-ce que, de par son niveau, de par la performance qu'il affiche, il peut aider Pecco en allant chercher des points à Martin, en venant prendre des points à Martin. Il est actuellement quatrième avec 136 points. Il a 60 points de retard sur Martin, ça va être bien sûr compliqué de le rattraper. Mais en venant, par ses coups d'éclat, venir faire un doublé pour Ducati, donc reléguer Martin au troisième rang, est-ce qu'il peut aider Pecco à être champion du monde cette saison, si tant est que Bagnaia en ait besoin? Léo? Je pense pas qu'il va l'aider. Il a peut-être pas la mentalité à ça, puis surtout que les cartes sont totalement rebattues. L'année dernière, potentiellement qu'il aurait joué le jeu de Bagnaia. L'année prochaine, Bastianini, il est plus chez les Rouges. Donc ça peut potentiellement changer la donne, comme Zarco l'avait déclaré l'année dernière. Il jouerait le jeu de Martin s'il avait de quoi l'aider. Là, cette année, Martin, bah, je suis désolé, ça va être compliqué avec son coéquipier. En tout cas, ça me surprendrait pas que Bastianini il aille jouer des victoires. Honnêtement, il est très rapide. Maintenant, il lui manque un truc, c'est de faire un tour rapide. En qualif, il est, je crois, si je dis pas de bêtises, il part 11 à la sprint et 10 à la course longue. Il a du mal à s'y mettre dedans. Par contre, quand il est dedans, bah, métronome, le mec, c'est un Pecco du pauvre. C'est méchant. Enfin bref. Non, vous avez compris l'idée. Mais ça peut jouer des victoires, Bastianini, mais il faut que ça soit plus rapide en qualification. Et en mise en action. Et en mise en action, totalement. Ouais. En revanche, pas pour le championnat du monde, je pense pas. Ou alors il me surprendrait et je serais ravi de le voir. Ah, je suis Maxime, est-ce d'accord. qu'il peut au moins challenger Marquez ou même pas? Moi, je suis d'accord avec Léo. Je pense qu'il a la différence mécanique avec Marquez pour pouvoir le challenger, je pense. Il a peut-être pas la vitesse pure de Marquez, mais il a la GP24. Et je pense qu'il peut peut-être pas interférer dans la course au titre, mais il peut se mettre à leur niveau, au moins sur quelques rendez-vous, je pense. Je vais pas paraphraser Léo, il a tout très bien dit. Il lui manque la qualif et la mise en action. Après, une fois qu'il est lancé, généralement à mi-course, c'est le plus rapide, ou il est au moins dans le top 3 des gars les plus rapides en course à chaque fois. Donc ouais, hâte de voir qu'il arrive à progresser là-dessus, et ça peut nous donner des belles bagarres et le mettre au niveau des deux autres. Il y en a un qui nous offrait de belles bagarres en début de saison, qu'on voit un petit peu moins. On a eu la discussion cet après-midi, mais on va en faire profiter tous nos auditeurs. C'est Pedro Acosta, qui, encore une fois, aujourd'hui, fait un très bon départ. Se bat dans le groupe du podium, pas de tête du podium, qui chute dans les derniers tours, et qui affiche un rythme qui est moins flamboyant, qui est moins exceptionnel que ce qu'on pouvait voir avant. Et pour autant, on est tous les trois d'accord sur le fait qu'il y a une part de logique là-dedans. Maxime, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on trouve ça logique? C'est compliqué, hein. Faut se rappeler que c'est qu'un rookie, hein. Il arrive sur une moto qui est pas la meilleure du plateau. Je pense que ce qui était pas logique, c'était où il était dès le début de l'année. C'est plutôt ça qui est pas logique. Là, ça fait beaucoup d'informations pour lui à emmagasiner, ça fait beaucoup de choses à prendre. Il est dans une spirale pas forcément positive, et il a pas forcément peut-être les ressources pour en sortir actuellement. Je pense que la pause va lui faire du bien. Il a prouvé qu'il avait ce qu'il fallait, faut surtout pas qu'il en doute, et qu'il se remette un peu tout ça à l'endroit, qu'il remette tout ça dans l'ordre et qu'il reparte. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans, il est là depuis 3 mois, heureusement qu'il est pas archi vite et archi régulier d'entrée, sinon ce serait inquiétant pour les autres. Ah, mais je te rappelle qu'en termes de prise d'information, c'était le meilleur et ça lui a valu le surnom de Bob l'éponge. Donc c'est quand même bien dommage que Bob l'éponge n'arrive plus à éponger les informations, si je peux me permettre. Je
peux rien faire Léo, contre ton cet argument, avis je suis désolé, gros. Ouais. Léo, ton avis sur Pedro Acosta qui n'éponge plus, du coup, je suis désolé, je la refais cette blague, mais je l'aime bien. Donc, C'est vrai qu'au début de la saison, il était très rapide. Il s'est montré comme le meilleur sur la KTM à de nombreuses reprises, même encore aujourd'hui, hein, au championnat, il est meilleur KTM devant Brad Binder, qui est le petit chouchou de la maison des Oranges, avant que Acosta monte l'année prochaine, bien sûr. Ouais, on a déjà parlé entre nous, on s'attendait à ce que Acosta rentre dans le dur. En tout cas, s'il n'avait pas cette phase-là, on aurait pu s'attendre à quelqu'un, le crack intergénérationnel, qui fait ce que Marquez a fait, qui fait ce que Rossi a fait. Et encore, ces deux-là, ils ont eu des phases de moins bien dans l'apprentissage ou même après. Je pense Marquez 2015 où il est totalement à côté de la plaque. C'est normal. Et je pense même que c'est dans la difficulté qu'il va peut-être apprendre le plus désormais. Il sait être rapide. Je pense qu'il sait qu'il peut l'être. Maintenant, il faut progresser, il faut travailler avec l'équipe, il faut chercher des solutions, il faut savoir se contenter des moins belles positions. Parce qu'aujourd'hui, il y avait une 7e place qui était honorable, même 6e avec le déclassement de Marquez. Il chute dans le dernier tour, donc tu perds des points précieux tout de même. Mais bon, ça fait partie de la course. Maintenant, il faut savoir repartir de l'avant et oublier un petit peu ces erreurs bêtes. Faut pas oublier que ce écoutez, gars-là, au bout de 2 Maxime. courses ou 3 courses, on parlait de lui pour le championnat. C'était quand même assez n'importe quoi. Hein. Enfin... Donc non, je pense qu'il faut lui laisser le temps, qu'il arrive bien préparé pour piloter une usine l'année prochaine. Et on va finir avec nos Français. Bon, alors, Johan Zarco, c'est 16e en sprint, 13e en Grand Prix, c'est quand même des points, mais c'est encore une nouvelle fois très compliqué. On a malheureusement pas grand-chose à dire de plus que les semaines précédentes parce qu'il se heurte à la difficulté de sa Honda et au manque de à peu près tout de ce que peut manquer une moto. C'est à peu près à ça que ressemble sa Honda, malheureusement. Fabio Quartararo, c'est donc la 7e place en course sprint. Après un bon rythme affiché, il a fait le choix des tendres pendant le Grand Prix, un choix qui s'est avéré moyen parce qu'il n'a pas pris un excellent départ. Il s'est retrouvé englué dans le peloton, il finit 12e. Il était très satisfait du nouveau moteur après les premiers essais en début de week-end. Il y a du mieux, ça c'est indéniable, mais c'est quand même toujours une moto qui est Manque de difficile, qui va pas lui permettre de gagner aujourd'hui parce que beaucoup de choses, dont le manque de grip, Maxime. Euh, Est-ce que c'est enfin sur la bonne voie? Est-ce que c'est enfin la voie que Yamaha et Quartaro cherchent pour retrouver un jour, peut-être pas demain, mais peut-être après-demain, la victoire, Maxime? Ouais, parce que quand on prend le début de saison, la première course, alors peut-être que le Qatar c'était pas la piste à vraiment prendre comme piste type, mais ils étaient vraiment à la bataille avec Honda sur le premier GP, faut s'en rappeler de ça. Donc le gap, il progresse de week-end en week-end, de semaine en semaine, de mois en mois. Lui-même le dit, il a l'air d'aider l'équipe dans le bon sens, on avait des doutes sur lui pour le développement, etc. Mais on peut pas dire le contraire, c'est lui qui teste, c'est lui qui fait les séances d'essai, et pour le coup ça a l'air d'aller dans le bon sens, ça a l'air d'aller à Alex Rins aussi, qui a dit que les améliorations étaient positives. Donc non, il n'y a pas de doute sur le fait que Yamaha travaille bien, ils utilisent leurs tests à bon escient quand ils peuvent, quand il fait pas de vent, quand il pleut pas, quand quand ils peuvent vraiment tester quoi. Mais apparemment toujours le moteur apporte des satisfactions le nouveau, mais toujours un problème de grip sur les pneus neufs qui fait qu'en time attack c'est compliqué et qui fait qu'en début de relais, en début de course c'est toujours aussi compliqué. Ça se rapproche petit à petit, mais bon, il faut leur laisser du temps. Le gap se comblera pas en un an, je pense. Et il faut rappeler que Fabio manque quelque part peut-être la Q2 directement parce que Espargaro chute en practice et Fabio était dans un bon tour et pouvait potentiellement rentrer dans le top 10, qui lors de la qualification manque aussi la Q2 pour un rien, il est 13e et du coup il lui manque pas grand chose, encore une fois quelques millièmes pour aller chercher la Q2 stop 12. Après bon, il n'aurait pas fait la pole mais au moins peut-être partir plus haut dans le classement, donc il a aussi un manque de chance quelconque dans ce week-end-là, mais il progresse. Léo, tu valides aussi cette progression, enfin, t'es d'accord avec ça? Oui, moi je trouve que le transfert de Fabio, enfin la prolongation de Fabio prend de plus en plus son sens.
On remarque que c'est pas forcément que financier. On lui avait promis 4 motos, il a 4 motos, on lui avait promis des évolutions, elles sont là. Le moteur, il est rapide en ligne droite. Apparemment, il est devenu encore meilleur ce week-end. Il y a eu des bonnes évolutions qui ont été testées récemment à Silverstone. Le package n'était pas là à Seine, mais il devrait arriver très très vite. Apparemment, une moto qui est de nouveau mieux maniable dans les virages, avec plus de vitesse de passage, qui réaccélère mieux, qui tape moins dans le pneu. Donc c'est que ça progresse très bien, ça travaille très bien. Maintenant, comme il le dit, hein, c'est pas encore parfait. Je crois que c'est Rins qui a ajouté qu'il fallait encore bosser à fond sur l'électronique, mais je pense que c'est la première fois depuis extrêmement longtemps qu'on n'a pas entendu deux pilotes Yamaha qui se réjouissent de la direction prise par la marque sur la moto. Ou en tout cas, j'ai pas d'autre exemple que celui de ce week-end. Donc oui, c'est positif. On pourra peut-être reparler de cette stat, mais ce week-end, Pecco a battu. Donc il a roulé 30 secondes plus vite en course que l'année dernière sur la totalité de la course, bien sûr je parle. Fabio, lui, a roulé 6 secondes plus vite que Bagnaia l'année dernière. Donc je pense que ça prouve qu'il y a eu un réel gap. On voyait pas trop d'amélioration, du moins sur les chronos, sur les derniers Grands Prix. Il y avait quelques dixièmes de gratté, mais c'était pas non plus signifiant, ou du moins pas incroyable non plus. Là, je trouve que c'est quand même une belle comparaison. C'est-à-dire que cette moto, tu la mets l'année dernière sur la grille. Bien sûr, il y a les pneus et tout ça, mais elle peut coller 6 secondes à Pecco et la GP23. Donc oui, ça progresse dans le bon sens pour une fois, j'ai envie de dire. Maintenant, peut-être qu'ils vont rentrer dans le dur parce qu'on va rentrer sur les petits détails à améliorer, c'est comme tout le temps, de toute manière. Surtout si Rins commence à louper des courses avec sa blessure. Mais on est dans une bonne dynamique. Moi je suis content, ça permettra peut-être de revoir Fabio un peu plus devant avant la fin de la saison et j'ai hâte de voir ça. C'est le point négatif de ce week-end côté Yamaha, c'est la blessure d'Alex Rins, victime d'un gros high side aujourd'hui en Grand Prix qui a chuté, qui va bien. Bon, il a des blessures, mais il sera pas là au Sachsenring. Est-ce que, comme les années précédentes avec Morbidelli, il peut y avoir un problème de l'équipier qui est à côté de Fabio? Parce que là, Rins, il aide bien au développement. On le remarque et avec les stats que tu nous as apporté, Léo, on le quantifie. Est-ce que si demain Rins se blesse et n'est pas là pendant quelques semaines, ça peut aussi ralentir cette progression? Je suis pas certain, je sais pas s'il a vraiment un rôle prédominant dans le développement de la moto quand même, hein. Je sais pas s'il est à ce point important. Ah, il est C'est plus sûr que Morbidelli, je pense. Non, mais Forcément. sans être méchant, je pense qu'il est forcément plus investi que Morbidelli, ou du moins, ce qu'arrivait pas à faire Fabio tout seul l'année dernière, je sais pas si Fabio arrive à le faire tout seul cette année, ou s'il y a Rins qui l'aide, ou qui aide Yamaha en général quelque part par sa présence. Je pense qu'il faut pas négliger la restructuration qu'a mis en place Yamaha déjà, qui fait qu'ils sont Aussi. quand même beaucoup plus réactifs et qu'ils amènent beaucoup plus de pièces, le fait qu'ils puissent beaucoup plus tester aussi, et qu'ils testent avec le pilote titulaire. C'est quand même, Oui. c'est quand même déjà beaucoup dans la balance. Après c'est possible, hein, forcément déjà de passer de Morbidelli à Rins comme tu l'as dit, ça aide franchement. Rins a été capable de faire des bonnes perfos, en sachant qu'il est quand même très abîmé physiquement cette année. Euh, Forcément ça va porter préjudice. Il apporte forcément des informations en plus. On espère qu'il pourra revenir au plus vite. Et puis surtout que c'est problématique parce que si Yamaha souhaite pas le prolonger, quel candidat pour l'année prochaine? On en reparlera peut-être plus tard parce que sinon c'est infini, mais ça pose plusieurs questions. Léo, quelque chose à ajouter sur Alex Rins? Non, j'avoue être déçu du début de saison d'Alex Rins. Au final, au général, il est loin, hein. Il est derrière Mir et Zarco même. Seulement 8 petits points marqués sur la saison. Beaucoup de Mais chutes. ouais, il y a après beaucoup de chutes, oui, c'est vrai. Mais il y a une Joël nouvelle Mir aussi, dynamique. quand même. Les Honda en général. Oui, surtout Joël Mir. Non, mais il y a quand même une bonne dynamique côté Yamaha. Est-ce que c'est Rins qui a changé ça? Est-ce qu'il apporte des vrais retours durant les périodes de test? Je sais pas, mais au moins les périodes de test, on les utilise. C'est pas négligeable. Ils vont rouler, ils roulent à fond. Rins, il est investi dans le projet. Bon,
Le pauvre, il commence à se casser de tous les côtés. Ça sent plus la retraite qu'autre chose. Maintenant, tant qu'il peut rouler, il faut en profiter chez Yamaha et le tirer au moins jusqu'à la fin de son contrat cette année. On va voir quelle décision prend le Yamaha, quelle décision prend Yamaha aussi pour son équipe Pramac. Enfin, ce sera pas forcément Yamaha qui prendra la décision, mais je pense que Pramac consultera Yamaha pour le choix de ses pilotes. On verra ça dans les semaines à venir. Et Léo, quelque chose à rajouter? Ouais, si vous avez rien pour conclure l'épisode, ça pourrait être rigolo d'avoir vos avis sur qui vous placez sur la Yamaha Pramac l'année prochaine. Est-ce que maintenant que tu as utilisé ça et que tu veux faire participer les gens, guide-nous, donne-nous au moins 2 noms qui, selon toi, si tu étais promu patron de Pramac, est-ce que tu seras peut-être demain en te réveillant? On sait pas. Quel pilote irais-tu chercher? J'aimerais bien aller chercher Garcia parce que quand on voit Petronas quand ils sont arrivés, ils ont tenté le pari Fabio Quartararo alors que ce dernier n'avait pas beaucoup de résultats. Là, Garcia, il prouve quand même qu'il est solide. Donc je pense que ça peut être pas trop mal de placer un rookie. Et sur la deuxième moto, moi j'aimerais bien tenter un pari Di Antonio, qui est, on peut rien dire sur sa saison. Il est très bon dans une équipe qui découvre. Sur une moto, au final on se rend compte qu'elle est pas si facile à amener comparée au GP24. Et il domine totalement Bezzecchi. Alors Bezzecchi certes il est pas bon cette saison, mais tu claques quand même le 3e du général l'année dernière, quoi. Et puis Marco Bezzecchi qui a peut-être maintenant la tête ailleurs, vers chez Aprilia. Avant qu'on se quitte, on se retrouvera, alors la MotoGP du moins, nous peut-être pas, mais en tout cas on se retrouvera dès la semaine prochaine au Sachsenring en Allemagne, les terres d'un certain pilote qui, je pense, sera dans nos pronostics. Maxime, pronostic du vainqueur de la semaine prochaine du Grand Prix d'Allemagne. Allez pour Martin. Jorge Martin. Léo, je pense qu'on a le Allez, même. Donc, j'ai envie de le voir, donc Marquez, allez. je pense que je vais partir sur ça aussi, le Saxon King, comme on le surnomme là-bas. Donc s'il peut aller chercher un nouveau succès au Saxon Ring, son premier avec Ducati, son premier avec Gresini, on n'aura plus qu'à voir ça la semaine prochaine. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. Merci Léo, merci Maxime d'avoir été en ma compagnie pour débriefer ce Grand Prix d'Assen. Et puis on se retrouve très bientôt sur la boîte à clapper. À bientôt. Salut. Congratulations! Ah, incroyable! Sebastiani fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out. Rossi ran him out.